Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler maintenant du travail qu'on vient de réaliser sur le plan de déploiement des stations hydrogène en France, de l'infrastructure hydrogène. La bonne nouvelle, c'est que nous avons donc défini un plan ce plan a été demandé dans un contexte européen. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez compris que l'Europe pousse aujourd'hui pour avoir une transition des énergies fossiles au niveau des véhicules vers de nouvelles solutions. Principalement pour des raisons, on a parlé du CO2, on a parlé de qualité de l'air. La qualité de l'air en centre-ville est un driver important. Et le dernier point, c'est la sécurité énergétique, qui est aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le gaz, vous avez entendu parler de ces histoires, et ça devient un sujet assez prépondérant au niveau de l'Europe. Donc voilà ce qui pousse l'Europe à vouloir demander à avoir une transition vers d'autres vecteurs énergétiques au niveau des véhicules. Ça se fait dans un contexte donc de la partie infrastructure de l'Europe pour le déploiement des stations hydrogène. En France, nous avons eu le soutien de l'ADEME, que je tiens à remercier. Ils sont présents ici aujourd'hui, et Daniel en particulier, et Luc Bodino, que j'ai cru apercevoir dans la salle. Donc on a eu le soutien de l'ADEME pour faire ce chantier, et donc du ministère de l'Environnement. Alors, le consortium qu'on a créé pour répondre à cette question est un consortium assez large. Pas mal de personnes sont dans la salle. On a fait un énorme effort pour partir de quelque chose de très embryonnaire et arriver à un plan qui soit assez consistant. Et on a essayé de couvrir toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène, de la partie production jusqu'aux utilisateurs. C'est un point important, puisque, Pascal l'a rappelé, l'hydrogène, ce n'est pas uniquement une solution de vecteur énergétique pour les véhicules, c'est aussi une solution pour le stockage énergétique. Et on a essayé de démontrer que le fait d'aller vers ce vecteur énergétique permettait aussi d'aller vers des solutions de stockage, des solutions vertueuses au niveau de l'énergie. Alors, donc l'approche que nous avons eue, on est parti d'une approche, je dirais, classique, qui a été déjà portée dans d'autres pays européens. On a appelé l'approche top-down, c'est-à-dire d'essayer de calculer combien de stations seraient nécessaires sur le territoire français pour avoir une qualité de service équivalente à celle que vous avez aujourd'hui avec une voiture diesel. La qualité de service, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous ne posez pas de questions lorsque votre petite loupiote s'allume sur votre voiture pour dire que vous n'avez plus d'essence. Retrouver une station, ça va, c'est assez rapide. Vous n'avez pas l'angoisse de savoir où va se trouver la prochaine station. Bien que dans certaines régions, on commence à avoir une désertification, y compris au niveau des stations-service, on a encore suffisamment de stations sur le territoire pour savoir où on va faire le plein. Ça, c'est une première chose. Alors, ça se traduit par quelques minutes, maximum 10 minutes, pour retrouver une station-service. Et ça, sur un territoire évidemment équivalent comme la France. Donc si on veut reproduire la même chose sur la France, on a vu qu'il fallait un certain nombre de stations. Et ce que disent les gens de l'automobile, c'est que si on n'a pas suffisamment de densité de stations, on ne crée pas le marché, donc les voitures ne se vendent pas. Résultat des courses, avant d'être capable de créer ce marché, il faut faire un investissement assez important de l'ordre de 600 millions d'euros pour pouvoir avoir la création de ce marché. Et notre première analyse, je dirais, de cette situation, ça a été de se dire, s'il faut mettre 600 millions d'euros sur la table avec la situation actuelle, ça va être difficile, surtout sur une dizaine d'années. Donc essayons de trouver une autre solution. Et cette autre solution, ça a été de partir des clients. Pourquoi les gens aujourd'hui passeraient d'une technologie diesel vers une technologie pile à combustible. Et donc on a fait une approche classique, marketing, pour définir des segments de marché où on avait une attente de la part des clients. Et ces segments de marché, c'est quoi ? C'est la livraison en centre-ville, ce sont les flottes de véhicules, comme la montre la Hyundai, ce sont les petits véhicules de livraison en centre-ville. Toujours pareil, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau des centres-villes, il y a de plus en plus de restrictions d'accès pour les problématiques de nuisances sonores ou de nuisances de pollution. Et donc, les transporteurs cherchent des solutions alternatives pour éviter passer outre, je dirais, les limitations d'accès au centre-ville. Et donc, fort de ces segments de marché, la deuxième approche qu'on a essayé de définir, c'est OK, on a des gens qui veulent, on a des véhicules possibles disponibles sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme définition pour déployer ces infrastructures ? Et on a défini une notion très intéressante qui est la notion de cluster.
Un cluster, c'est quoi? Ce sont des flottes de véhicules de plusieurs clients, pas uniquement un seul client, de plusieurs clients autour d'une ou deux stations. Et ça crée un espèce un modèle économique qui fonctionne par lui-même, donc sur un petit territoire. Il n'y a pas besoin d'avoir un déploiement national pour que ça fonctionne, puisqu'on vient d'émettre des stations où il y a des véhicules, où il y a des clients. Donc la problématique étant évidemment de définir quels sont les meilleurs spots, quels sont les meilleurs endroits où on va avoir suffisamment de véhicules pour avoir des stations qui ne vont pas prendre la poussière et qui vont fonctionner. Une fois qu'on a défini cette notion de cluster, l'idée, ça a été de dire, OK, bon, l'objectif à la fin, c'est quand même d'avoir un déploiement national de stations. À partir de quand on va être capable de dire, OK, maintenant c'est bon, on sait, on va pouvoir, si on fait un investissement relativement important, on aura cette qualité de service pour avoir les voitures. Donc, il y a le grand triangle vert là du milieu, c'est l'explication des éléments qui nous permettent de dire le marché existe, il faut faire l'investissement. Et on parle donc d'investissement de 500 millions d'euros, hein, ce n'est pas un petit investissement quand même. Ces éléments qui permettent de prendre la décision, c'est quoi? C'est la disponibilité sur le marché de véhicules à des prix abordables pour le client final. On parle depuis tout à l'heure de la Hyundai, c'est le premier véhicule de série qui soit produit. La Toyota arrive. Ce sont encore des véhicules chers, de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros pour la Hyundai et 50 000 euros pour la Toyota. Donc, à comparer avec l'équivalent diesel, ce sont encore des véhicules chers. Alors évidemment, on peut combler la différence de prix avec des aides publiques, mais vous voyez qu'il n'y a que la série, une construction importante de véhicules qui permettra d'atteindre des prix de marché. Donc, encore une fois, on commence par des clusters. On attend d'avoir suffisamment de clusters déployés qui créent cet embryon de marché, des véhicules qui arrivent, et là, on est capable de faire cet investissement pour un déploiement national. Deuxième trouvaille de notre étude, ça a été de dire, plutôt que de démarrer tout de suite sur des véhicules très chers qui vont compliquer l'arrivée sur le marché parce que ça demande beaucoup plus d'argent, démarrons avec des véhicules moins chers comme des véhicules à range extender. Alors pourquoi ça coûte moins cher un véhicule à range extender? Parce qu'on part d'un véhicule de série qui existe déjà à un prix de marché correct. La Kangoo aujourd'hui se vend une vingtaine de milliers d'euros, donc vous êtes capable de l'acheter pour faire de la livraison en tant qu'artisan ou en tant que propriétaire de flotte de véhicules. Si on vient rajouter au-dessus de cette Kangoo un kit, on est beaucoup moins cher, évidemment, que la voiture dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, on a pris une moyenne d'environ 100 000 euros pour un véhicule hydrogène. Donc, commencer par ces véhicules à range extender permet de minimiser les besoins d'investissement. Deuxième chose, plutôt que de partir sur des stations-service qui sont dimensionnées, qui sont taillées comme des stations d'autoroute ou comme des grosses stations de ville, c'est-à-dire qui sont capables de distribuer beaucoup de carburant pour beaucoup de véhicules, partons sur des stations qui sont plus orientées pour ces histoires de flotte captive. Une flotte captive, vous avez vu que c'était quelques dizaines de véhicules, ce n'est pas des centaines de véhicules. Donc faisons des stations plus petites et on a calculé qu'aujourd'hui on gagnait 32% environ de prix en moyenne sur les stations si on part sur des stations qui sont plus petites que la grande station d'autoroute. Alors tout simplement parce que le coût de la station s'amortit sur le nombre de kilos d'hydrogène que vous êtes capable de vendre. Vous prenez une grosse station qui coûte très cher avec peu de véhicules, ce prix d'amortissement, vous le mettez au niveau de votre kilo d'hydrogène à la pompe et donc vous avez des pleins qui coûtent une fortune. Une fois qu'on met tous ces chiffres bout à bout, on s'aperçoit que pour le client qui va acheter une Kangoo, qui va acheter des véhicules de flotte dont on vient de parler, le gap de la différence de coût de possession du véhicule entre son bon vieux diesel et un véhicule à prolongateur d'autonomie avec des petites stations autour n'est que de 5 000 euros sur la durée de vie totale du véhicule. Donc on arrive à des différences de prix qui sont parfaitement acceptables pour les clients lambda qui veulent déployer des véhicules hydrogène. Donc ça, c'est une trouvaille, je dirais, économique extrêmement importante pour le déploiement du véhicule hydrogène en France, puisque ça nous permet tout de suite d'aller faire des ventes avec des gens qui amènent les stations et les électrolyseurs, et de l'autre côté, des gens qui amènent les véhicules. Alors, si je reviens sur le côté économique des choses, vous voyez qu'au début, ça coûte assez peu, ce qui était quand même notre objectif. On a réussi à faire un plan qui est finançable dans les premières années. Et à partir du moment où on va mettre le coup d'accélérateur de l'investissement parce qu'on veut déployer un réseau national, là, il va falloir faire un gros chèque.
Et ce gros chèque, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort, puisque le temps d'avoir suffisamment d'infrastructures pour avoir des véhicules grand public, il va falloir donc mettre beaucoup d'argent sur la table avec très peu de retour sur investissement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'évidemment on aura besoin de modèles économiques et d'aides publiques pour y arriver. Dans le même ordre d'esprit, le prix de l'hydrogène à la pompe, malgré tous les efforts qu'on a faits, est encore un peu élevé par rapport au prix auquel le client s'attend à faire le plein. Donc on aura besoin d'un peu d'aide sur le prix de l'hydrogène, mais comme les quantités sont faibles, on n'est pas en train de parler de millions d'euros, comme vous avez pu le voir sur le slide précédent. La bonne nouvelle pour les États, c'est que dès qu'on commence à avoir de la production, donc dès qu'on commence à avoir beaucoup de gens qui font le plein, on est capable de taxer le carburant. Vous savez que les carburants, c'est quand même un élément qui nous permet de payer quand même une quantité de taxes assez importante. Je ne reviendrai pas sur le débat là-dessus, on va en payer encore plus. Et donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Ce moyen fiscal doit toujours exister. Et là, on démontre très clairement que dès qu'on a de la production, on a une marge assez confortable pour être capable de mettre des taxes au-dessus de l'hydrogène. Côté environnemental, donc l'objectif quand même, si on fait tout ça, je vous ai dit tout à l'heure que c'était pour avoir un bénéfice sociétal au déploiement d'un nouveau vecteur énergétique. On est sur une phase de transition énergétique. On a parlé de la loi, on a parlé de tout ce qui pousse aujourd'hui à aller dans ce sens. On a donc essayé de calculer quels étaient les bénéfices environnementaux par rapport à ça. En particulier donc sur le CO2. On a calculé qu'on arrivait à l'équivalent d'environ 800 000 véhicules diesel, en moins la pollution de 800 000 véhicules diesel, donc c'est quand même assez important avec assez peu de véhicules. Côté sécurité énergétique, on est sur 3 TWh, donc ça commence à faire des chiffres, bon, c'est pas énorme, mais c'est des chiffres raisonnables, à un horizon assez court, puisqu'on est à 2030. Et évidemment, Pascal en a parlé tout à l'heure, ça permet d'aller vers une transition énergétique sur de la production locale d'énergie, puisqu'on va utiliser tous nos moyens de l'énergie renouvelable pour produire cet hydrogène. Le bilan CO2, en fait, se calcule, comme vous pouvez le voir, de manière très favorable, puisque la ligne du haut démontre l'amélioration des véhicules diesel actuels. Il y a encore des marges de progrès sur ces véhicules. On atteint une asymptote sur cette amélioration. Tout le monde le sait. Un des moyens d'aller plus loin, c'est d'aller sur de l'hybridation. Donc, on a vu que le véhicule de litre 100 arrivait. Il y a eu des annonces de fait lors du dernier salon de l'auto. Donc, on va aller vers des réductions de consommation grâce à l'hybridation. Mais vous voyez que les véhicules hydrogène ont encore une marge de progrès bien supérieure à ce qu'on est capable de faire sur des véhicules hybridés. Et si maintenant on part sur des véhicules à prolongateur d'autonomie, étant donné qu'une bonne partie de l'énergie provient des batteries et donc des kilowattheures électriques, on est encore meilleur que le véhicule pile à combustible 100%. Dès qu'on bascule les moyens de production actuels basés sur du reformage de gaz naturel vers des moyens de production de l'hydrogène en électrolyse, et ben là, ou en moyen donc grâce à des moyens de production décarbonés, dans ce cas-là, on obtient des résultats très intéressants au niveau des véhicules à pile à combustible. C'est pour ça que la ligne verte descend fortement sur la fin, puisqu'on bascule cette production d'hydrogène du SMR vers des moyens de production décarbonés. L'empreinte carbone, donc, elle est aussi calculée avec cette même formule de calcul, c'est-à-dire qu'on va basculer de plus en plus du SMR vers des moyens d'électrolyse. Donc l'électrolyse se fera soit sur site, soit de manière centralisée. On voit plus, nous, de l'électrolyse sur site, c'est-à-dire des stations packagées dans lesquelles vous avez un petit électrolyseur, une petite station, et vous êtes capable de produire localement votre hydrogène à partir de l'électricité. J'ai oublié de vous préciser aussi que, bien entendu, le SMR peut utiliser des productions de biogaz. Alors, c'est une source de production d'hydrogène qui est en phase de développement. Nos amis d'Air Liquide, aujourd'hui, travaillent pas mal sur ce moyen de produire. Vous savez, évidemment, qu'ils ont des gros moyens de production à base de SMR. Donc, plutôt que d'envoyer du gaz naturel, on peut évidemment utiliser les moyens de production de biogaz pour venir produire cet hydrogène. Et ça aussi, ça permet de décarboner. Alors, un des points importants sur ce slide,
on oppose souvent les technologies SMR aux technologies électrolyse parce qu'évidemment, il y a l'investissement de l'électrolyseur qui entre dans le mode le calcul du prix de l'hydrogène à la pompe. On a fait tous les calculs possibles et imaginables et on s'est aperçu en fait que dès qu'on est loin d'un point de production SMR, le coût du transport grève suffisamment le prix de l'hydrogène pour laisser une part de marché assez significative aux moyens de production électrolyse avec de l'électricité décarbonée. Donc ça, c'est super important puisque, évidemment, le moyen de production, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, le moins cher, c'est à partir du gaz naturel. On fait juste craquer de la molécule. On a des gros moyens de production. Pascal en a parlé, c'est aujourd'hui en particulier les pétroliers qui ont des très grosses usines de production d'hydrogène pour venir nettoyer le gazole, pour enlever le soufre du gazole. Donc ces énormes moyens de production permettent d'avoir de l'hydrogène à vraiment pas cher. Mais dès qu'on veut s'éloigner de ces moyens de production, on est obligé de transporter l'hydrogène par camion. Ça coûte relativement cher à la tonne. Évidemment, si on est capable de le produire localement, on arrive à des prix de marché qui sont complètement compatibles avec ce prix SMR transporté. Alors, quelques big numbers, quelques chiffres clés pour avoir une idée de ce que est capable de faire cette transition vers le véhicule hydrogène. 800 000 véhicules à l'horizon 2030. Les hypothèses, vous les avez comprises. Il faut avoir aujourd'hui une première infrastructure par les flottes captives, une bascule vers une infrastructure nationale parce que les véhicules sont là. Et on sait aujourd'hui que les clients attendent ce genre de véhicules. Donc on voit très rapidement l'apparition de véhicules, donc de 800 000 véhicules à un horizon assez court. Pour faire le plein de ces 800 000 véhicules, il faut à peu près 90 000 tonnes d'hydrogène par an à produire. 600 stations, c'est le minimum pour avoir une qualité de service correcte. Et la production d'hydrogène par électrolyse représenterait, je l'ai dit tout à l'heure, 3 TWh d'électricité qui vient donc par électrolyse produire cet hydrogène. Donc ce sont des chiffres quand même conséquents. On n'est pas dans l'épaisseur du trait. Donc, nos conclusions sont simples. Nous avons aujourd'hui un plan en France réaliste qui ne nécessite pas des milliards d'investissements pour démarrer l'infrastructure hydrogène et le déploiement de véhicules hydrogène sur la route avec autre chose que de la démonstration. Ce sont des véhicules qui vont être mis sur la route avec des véritables clients qui ont besoin de ces véhicules, qui attendent ces véhicules pour rendre leurs services d'usage traditionnels, comme par exemple, on a parlé tout à l'heure de La Poste, qui est un de nos premiers clients à déployer ces véhicules. Il y a déjà des véhicules à Dole et à Belfort qui utilisent des solutions Kangoo Z2 avec prolongateur d'autonomie pour distribuer le courrier tous les jours. On a eu la chance d'être invité à l'Élysée pour présenter notre solution. Et le brave postier de Dole a expliqué à notre cher président qu'il utilisait ce véhicule tous les jours et qu'il en était parfaitement content et que c'était aussi facile à utiliser qu'un véhicule diesel. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui directement. Il n'a pas fallu lui forcer le bras, enfin lui tordre le bras pour qu'il raconte ça. Donc ça veut dire quand même, Pascal l'a dit tout à l'heure, qu'avec un véhicule hydrogène, on retrouve la qualité d'usage auquel vous êtes habitué avec votre voiture diesel aujourd'hui. Ce plan, donc je le rappelle, partira des clusters. Ensuite, une fois que les clusters les premiers clusters seront déployés, on va venir les lier les uns avec les autres en passant par des points intermédiaires pour avoir un déploiement national. Et on s'appuie évidemment sur les premières régions pilotes du déploiement. Pascal a fait voir la carte tout à l'heure de toutes les activités qu'il y avait en France autour de l'hydrogène. Les régions phares aujourd'hui du déploiement, c'est la région Est. Il y a des représentants de la région Est dans la salle. Ce sont les premiers à avoir fait des choses au niveau de l'hydrogène et je tiens à les remercier. Ils ont installé et financé 2 stations et ont accéléré le déploiement des véhicules de La Poste. À suivre, un projet qui va être une première mondiale qui a été annoncée dans la presse sur la région Rhône-Alpes, qui est le projet Highway, sur lequel on va avoir 50 véhicules avec une station à Lyon, une station à Grenoble. Ça ne s'est jamais fait. Ce sont des véhicules, encore une fois, qui vont être vendus à une vingtaine de clients différents qui vont vraiment les utiliser tous les jours et pas pour de la démonstration. Et donc, vous le verrez tout à l'heure, on a tout un tas de régions qui suivent et qui poussent pour suivre ces 2 premières régions pilotes. Nous avons besoin aujourd'hui, pour aller plus loin, du support de nos États. Et en particulier,
on a parlé de la présence de l'hydrogène au niveau de la loi de transition énergétique. Il faut savoir que grâce aux efforts de la FIPAC, ça y est, maintenant, le mot hydrogène fait partie de la loi de transition énergétique. Ça n'y était pas du tout au début, donc il a fallu à Pascal et son équipe dépenser une énergie assez colossale pour que ça y soit. Donc je les en remercie. Ça a été une longue lutte, n'est-ce pas Pascal? Mais ça y est. Nous avons des problématiques de réglementation à mettre en place. Tout simplement, alors, vous avez vu que les voitures hydrogène sont homologables. Nous, ce sont des véhicules qui ont une carte grise. On a une certification UTAC. Donc, on est capable d'acheter cette voiture et d'avoir le tampon de la préfecture. Il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de réglementation française ni européenne pour les stations. Ce qui complique un peu les choses. Ce n'est pas impossible. On installe bien des stations, mais ça complique les choses. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est un projet entre guillemets original. Et donc, il faut aller convaincre les DREAL autour de ça. Et là, des régions comme la Franche-Comté ou comme justement, comment ça s'appelle, autour de Grenoble et Lyon, poussent et expliquent à leurs DREAL qu'il faut aujourd'hui être intelligent et trouver les bonnes solutions plus rapidement. Mais si on avait une réglementation, ça éviterait tous ces débats. Alors notre stratégie, donc, c'est de déployer les premiers clusters. Donc vous avez les petits points bleus là qui sont les premiers clusters qu'on va déployer. Quelques centaines de véhicules déployés en France. Il faut savoir que nos idées plaisent au niveau de l'Europe. Donc là, on est demandé un peu partout en Europe pour reproduire les mêmes modèles. Et nous, on est très contents parce que du coup, on peut réellement chasser en meute avec toute la filière dont parlait Pascal tout à l'heure et vendre ça au niveau de l'Europe. Donc, comme quoi le modèle économique est quand même un accélérateur de vente assez intéressant. Une quinzaine de stations au minimum. On va essayer évidemment d'en faire plus. Dans les régions qui sont volontaires. J'ai expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Donc des régions qui veulent être exemplaires, qui veulent faciliter le déploiement de leurs stations. Et tout ça coordonné avec l'Europe. Pour votre information, on a déposé un dossier européen donc hier, le dépôt a été fait hier, et ce dossier, Pascal en a parlé, il regroupe quand même la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays nordiques, tout ça synchronisé pour un déploiement européen de stations hydrogène. Donc on est très fiers d'avoir participé à ce projet. Et quand je dis on, c'est H2 Mobilité France, c'est l'ensemble des acteurs du consortium. Le plan à plus court terme, donc vous avez ici tous les petits points qui représentent les stations existantes, ces petits points bleus, les stations qu'on va déployer et en deux étapes, donc celles qui sont prévues dans le plan, dans le call qui vient d'être déposé au niveau de l'Europe et celles qui vont, où on a des régions qui demandent. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de région oubliée. On a vraiment des petits points un peu partout sur toute la France et évidemment, je pense que le nombre de petits points va s'étendre assez rapidement. Voilà, donc je termine par ce slide qui regroupe l'ensemble des initiatives. On n'est pas seul en France, on fait partie de quelque chose de coordonné au niveau de l'Europe. Et vous allez voir, je suis sûr que ça va s'accélérer avec les différents calls qui arrivent. Et j'espère que nos idées permettront d'aller encore plus vite au niveau de l'Europe entière. Voilà, merci beaucoup.